président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, comme chaque année, lors de la réunion traditionnelle des juges, des questions majeures seront abordées, qui préoccupent non seulement le corps judiciaire, mais aussi tous les citoyens du pays. Compte tenu de cette fonction importante, la plus importante dans la vie du pays, que remplit le pouvoir judiciaire. Je compte sur le fait qu'au cours de votre travail, vous parviendrez à résoudre les problèmes actuels qui sont encore, bien sûr, nombreux comme c'est le cas dans tout grand projet. Je tiens à souligner que toutes les mesures prises dans ce sens doivent viser à renforcer et à développer une justice légale, efficace et accessible. Nous le savons bien, le sort des personnes dépend directement du bien fondé et de l'équité des décisions judiciaires, tout comme la confiance des citoyens et de la société, non seulement envers le système judiciaire, mais aussi envers le pouvoir en général. Parmi les problèmes les plus sérieux figure la charge de travail élevée des tribunaux. Bien sûr, travailler dans l'urgence avec une charge accrue a, sans aucun doute, un impact négatif. Sur la qualité du travail, cela entraîne une diminution de l'attention portée aux personnes. Des mesures sont prises pour optimiser la charge de travail. L'année dernière, pour la première fois, une diminution de près de 20% du nombre d'affaires examinées en première instance a été enregistrée, et ce, pratiquement pour toutes les catégories d'affaires. Dans une large mesure, cela était bien sûr le résultat de l'augmentation depuis septembre 2024 des droits de justice pour les affaires examinées par les tribunaux de juridiction générale, les juges de paix et les tribunaux d'arbitrage. En ce qui concerne les affaires pénales, la diminution de la charge de travail a bien sûr été influencée, entre autres, par la poursuite de l'humanisation de la législation pénale. De plus, la procédure extrajudiciaire de recouvrement des paiements obligatoires et d'autres sanctions, en vigueur depuis novembre de l'année dernière, pourrait à l'avenir également alléger la charge concernant les affaires administratives. Dans le même temps, nous constatons, et cela aussi, nous le savons bien avec vous, il y a un manque de juges. Environ 15% dans les tribunaux fédéraux de juridiction générale et dans les tribunaux d'arbitrage. Je sais que ces questions, les questions relatives au recrutement du corps judiciaire, avec des cadres hautement qualifiés, sont l'un des points clés de votre ordre du jour. Nous vivons, chers collègues, à l'époque de la transformation numérique technologique de nombreux domaines de la vie qui entraîne et qui touche pratiquement tous les secteurs. Et, bien sûr, dans ce contexte, de nouvelles situations juridiques apparaissent ainsi que de nouveaux litiges. C'est pourquoi il est nécessaire de sélectionner les candidats au poste de juge parmi les juristes les mieux préparés, capables de répondre de manière compétente aux défis technologiques actuels ainsi qu'à l'évolution dynamique de la législation dans tous les domaines, dans toutes les branches. La Cour suprême et les organes de la communauté judiciaire doivent maintenir un niveau élevé d'exigence envers les candidats. En 2025, 2763 juges ont été nommés dans les tribunaux fédéraux de juridiction générale. Dans les tribunaux fédéraux d'arbitrage, 423 juges ont été nommés. Je pense qu'il faut développer davantage l'institution du mentorat en faisant appel aux juges les plus expérimentés pour transmettre aux jeunes générations de serviteurs de la loi les connaissances et les bases de la culture et de l'éthique judiciaire. L'initiative d'Igor Viktorovitch Krasnov, président de la Cour suprême, mérite également d'être soutenue. Elle concerne la redistribution des postes vacants de juges, c'est-à-dire dans la limite de l'effectif total établi en faveur des régions où les juges travaillent depuis longtemps avec une charge maximale. L'un des aspects importants des tâches en matière de ressources humaines et de gestion visant à renforcer le potentiel des tribunaux créés sur nos territoires historiques. Dans ces régions, 100 tribunaux ont déjà été créés. Le nombre d'affaires examinées par ces tribunaux l'année dernière a augmenté de 35% dans tous les types de procédures judiciaires en matière pénale et civile et de 56% en matière administrative. La croissance dans les tribunaux d'arbitrage est de 40%. Les juges travaillant dans ces territoires, ainsi que dans des régions frontalières comme Belgorod et Koursk, travaillent dans des conditions difficiles, souvent associés à un risque pour leur vie et font preuve des plus hautes qualités professionnelles et humaines.
Et depuis cette tribune, en votre présence, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement à votre profession, pour votre dévouement au service de votre cause. V. Poutine. Chers collègues, je tiens à souligner le rôle particulier du plénum et du présidium de la Cour suprême dans la formulation de positions juridiques claires, systématiques et opportunes, l'amélioration de la pratique judiciaire et la garantie d'une application uniforme des lois. De ce fait, l'interprétation subjective des normes juridiques par les juridictions inférieures est minimisée. Ce qui est important, c'est que la clarté des décisions de justice est perfectionnée. Tout cela a un impact direct sur la stabilité et la qualité de la justice et permet de réduire le nombre d'erreurs judiciaires. Je souligne que la formation d'une pratique judiciaire uniforme n'est possible que si les juges respectent strictement les décisions du plénum de la Cour suprême. Et chaque cas d'ignorance de ces décisions doit faire l'objet d'une évaluation de principe. Je pense qu'il faut envisager la question de la création au sein de la Cour suprême d'un système efficace de suivi et de contrôle de l'exécution des arrêtés du plénum. La stabilité de l'application du droit est un objectif commun à tous. C'est une garantie de qualité et un facteur important de compétitivité de la juridiction nationale. D'ailleurs, vos collègues de l'étranger donnent un très bon prétexte pour souligner la qualité de la juridiction russe. Beaucoup de nos concitoyens qui comptaient autrefois sur l'impartialité et l'objectivité de ce système judiciaire se sont justement rendus compte du contraire. L'une des principales missions de nos tribunaux est la protection et le respect des droits sociaux des citoyens, et en priorité, la garantie des droits légitimes des participants à l'opération militaire spéciale, ainsi que de leurs familles et de leurs proches. Je sais que la Cour suprême a formulé des positions juridiques concernant la garantie de l'octroi d'avantages et de compensations aux membres des familles de nos héros tombés au combat. Il était nécessaire de continuer à accorder une attention accrue à la protection judiciaire des femmes, des enfants, des familles nombreuses, des personnes handicapées et d'autres catégories de citoyens socialement vulnérables. Je voudrais également m'arrêter particulièrement sur les questions liées au travail des tribunaux concernant l'humanisation de la législation pénale et la pratique de son application. Dans ce domaine, au cours de l'année écoulée, un certain nombre d'initiatives législatives de la Cour suprême ont été mises en œuvre, à savoir une application plus large du sursis à l'exécution de la peine pour les femmes enceintes, pour les hommes et les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans et étant le seul parent, ainsi que la limitation de la détention provisoire pour les femmes ayant de jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies graves qui sont suspectées, et les personnes accusées d'avoir commis des infractions non violentes. Le nombre de cas où la mesure de détention provisoire a été choisie a également diminué de 6,2%. Le nombre de cas de placement en résidence surveillée a augmenté de 2%. Tout cela témoigne d'un certain assouplissement de la pratique concernant le choix des mesures de contrainte liées à la restriction du droit à la liberté. La pratique de l'application de peines alternatives dans les affaires pénales est également devenue plus courante. Peine de prison avec sursis, amende, travaux d'intérêt général, etc. Eh bien, j'ai aussi une note d'information à ce sujet ici. Bien sûr, vous êtes au courant de cela. Parmi les personnes condamnées, une peine réelle de privation de liberté a été prononcée à l'encontre de 125 000 personnes, soit 26%, et à l'égard de près de 320 000 personnes, soit 71% des peines alternatives ont été prononcées. Je demande à la Cour suprême d'assurer un suivi permanent du respect par les tribunaux des délais d'examen des affaires pénales concernant les personnes accusées placées en détention provisoire. Je demande également de maintenir sous contrôle particulier la question de la justification de l'application de la mesure de détention provisoire. En ce qui concerne les personnes soupçonnées ou accusées d'avoir commis des infractions dans le cadre d'activités entrepreneuriales ou autres activités économiques, eh bien sûr, comme il a été dit dans un film célèbre, nous nous en souvenons tous, le voleur doit être en prison. Mais il y a des nuances. Pour certaines infractions mineures, il n'est pas toujours justifié d'envoyer immédiatement une personne derrière les barreaux. Bien sûr, le plus important, et nous le savons bien, depuis les bancs de l'université ou de l'institut, quel est le plus important? Que
que la sanction soit inévitable. Mais la question concernant celle de savoir quelle doit être cette sanction, c'est justement votre question. Un sujet important que j'ai déjà abordé aujourd'hui, c'est l'introduction de nouvelles technologies de l'information dans le travail des tribunaux. La numérisation systématique de la justice progresse activement, ce qui augmente l'efficacité et la rapidité de l'examen des affaires. Elle assure une plus grande transparence des procédures judiciaires. Les technologies numériques changent tout, elles changent absolument toute la vie. Et comme nous le savons, malheureusement, elles ne sont pas utilisées uniquement pour le bien. Elles sont également activement utilisées à des fins criminelles. Des groupes terroristes, extrémistes, des communautés criminelles organisées. De nouvelles formes d'activités criminelles apparaissent également. Ainsi, le nombre de cas où la monnaie numérique sert de moyen de commettre un crime, de revenu illégal ou d'objet d'atteinte criminelle ne cesse d'augmenter. Et ici, la situation à laquelle sont confrontés les citoyens et les entreprises, souvent il n'existe pas de réglementation informationnelle ou normative systémique. La vie, comme on dit, devance le droit. Eh bien, c'est toujours comme ça. Nous le savons très bien, vous et moi. Une norme est adoptée, mais la vie a déjà pris de l'avance. Et beaucoup de choses restent non réglementées. Cela a toujours été ainsi, surtout pendant les périodes de profonds changements. Et la Cour suprême doit réagir en temps voulu, en élaborant des approches unifiées, les développer et les expliquer aux tribunaux et utiliser activement son droit d'initiative législative. Chers collègues, bien sûr, les technologies évoluent, elles avancent à un rythme tel qu'il est même difficile de les suivre. Et que se passera-t-il déjà demain? Il est difficile de prédire ce qui arrivera demain, mais il est indiscutable qu'en tout cas aujourd'hui, aucune technologie ne remplacera le juge. Les décisions des tribunaux concernent le destin des gens et elles doivent être prises par un être humain. Lui seul peut voir, ressentir, comprendre les nuances les plus précises dans les affaires, les plus précises et les plus subtiles qui sont examinées par le tribunal. Une qualité propre uniquement à l'être humain. Fondée sur son expérience, sa culture générale, son intuition, son caractère, ses sentiments, son sens de la justice et de l'humanisme, ces éléments déterminent souvent l'issue des litiges juridiques. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail difficile et très responsable. J'espère que votre professionnalisme, votre attachement constant aux principes de légalité, d'objectivité et d'impartialité contribueront à renforcer la confiance de nos citoyens dans le système judiciaire. Je vous remercie.